Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, une longue vidéo, ou un long podcast si vous m'écoutez en podcast. Là, il y a de la matière, 18 joueurs à suivre cette saison, un par club de Ligue 1, et j'ai fait assez simplement, j'ai fait exactement comme l'année dernière, où on avait déjà sorti cette vidéo pour la saison 2023-2024. Je suis allé du côté de Transfermarkt, et on va procéder équipe par équipe en partant du bas, en partant de la valeur marchande cumulée la plus basse, qui sont nos amis du SCO, 32,9 millions de valeur marchande cumulée, et à Angers, bon, il y a 2-3 gars à suivre, parce qu'il y a des gars qu'on connaît. Ça n'a pas commencé très fort pour eux, malheureusement. 3 défaites sur les 3 premières journées de Ligue 1. C'est vrai que c'est contre 3 Européens. Le début de calendrier pour un retour dans l'élite, il n'est pas facile. Lens, ils ont perdu 1-0. Lille, 2-0. Nice 4-1, celle-là elle a fait mal, la dernière en date. Mais voilà, Angers, bon, il y a quelques gars qu'on connaît bien, il y a Fofana par exemple, on a beaucoup parlé sur la chaîne, des vétérans Cédric Outonji, Abdoulaye Bamba, Jean-Eudes Aoulou, Pierre Capel qui est toujours là à 37 ans. C'est pas ceux-là, mes petits gars à suivre, c'est pas non plus Zinedine Ferrat, l'ex-Nîmois, qui est là, qui est désormais du côté du SCO. C'est pas tous ces gars-là, c'est pas Loïs Diony non plus, c'est pas Adrien Huneau, beaucoup de vétérans de Ligue 1, de plus de 30 ans. Ça doit être une des équipes les plus âgées de l'élite, mine de rien. Celui que j'aurais pu citer, franchement, c'est Bamba Dieng, 24 ans. Il a été prêté de Lorient dernier jour du mercato, et il est entré une mi-temps contre Nice, a déjà provoqué un penalty. Mais celui que j'ai choisi à la fin, parce que je vous ai posé sur Twitter la question, je suis en train de faire ma vidéo, un joueur à suivre par club, qu'est-ce que vous choisiriez? Et bien sûr, mon poteau Arcunir, sa réponse m'a mis sur la bonne piste, Sidiki Cherif à Angers. Alors, il n'a même pas d'image, il est évalué à 100 000 euros sur Transfermarkt. À 17 ans, le jeune international français U16 né à Conakry, en vrai, il a démarré la saison très fort avec 3 matchs, 3 titularisations. C'est genre le 6e joueur le plus utilisé de l'effectif sur ce nouveau SCO. Et ouais, le petit Sidiki Cherif, qui a fait 2 bons matchs notamment, où il a été élu homme du match par les supporters angevins, en tout cas sur leur forum, que je suis allé checker. C'était contre Lens et Lille. Il était surclassé en jeune, il y a même des articles sur lui en 2022, à l'époque où il jouait je crois avec les U19 d'Angers à 15 ans, un truc comme ça. Donc ouais, Sidiki Cherif, remember the name. Il n'y a pas d'image pour l'instant sur sa page Transfermarkt, mais ça pourrait changer très vite. Ok, ça c'est pour Angers. À Sainté, qu'est-ce qu'on a à Sainté? On a beaucoup de monde. Franchement, ils ont mis les moyens. Si on descend, il y a pas mal de recrues, 21 millions d'indemnités de transfert. C'est pas mal pour un club qui monte, c'est même beaucoup. Et je pense qu'il y a quelques noms. Il y a le petit Amen Mouefek qui était déjà là, il me semble, à l'époque, genre il y a 3 ans, un truc comme ça, quand c'était ce Sainté qui jouait vachement bien sur le début de saison, je dirais 2020-2021 ou 2021-2022, mais je dirais plutôt 2020-2021. On avait analysé quelques matchs à l'époque, et oui, c'était vachement intéressant. C'est un potentiel capitaine, on me dit sur Twitter, un jeune du centre qui a fait une très grosse seconde partie de saison en Ligue 2. Donc peut-être revenir Mouefek. Bon, bien sûr, la prise, Lucas Tassin, le jeune attaquant belge avant-centre de 19 ans, qui a été acheté 9 millions au mercato en provenance de Westerlo. C'est quand même un très gros coup, une grosse acquisition, donc forcément, c'est une petite pépite au poste. Est-ce qu'il était déjà du côté de Sainté avant, genre prêté? Non, il est vraiment arrivé, ouais, dernier jour du mercato, acheté pour 9 millions. Et ouais, juste un jeune attaquant belge dont j'avais pas entendu parler, mais qui a fait sur ses débuts à Westerlo, les 5 premiers matchs, 2 buts, 3 passes D, un petit crack peut-être devant. Mais celui que j'ai choisi à la fin, il est là, Mathis Amougou, qui a apparemment reçu une offre de Leverkusen dans les derniers jours du mercato qui était supérieure à 10 millions, qui est pas très connu parce qu'il est là, évalué à seulement 300 000 euros sur Transfermarkt. Mais en vrai, c'est déjà le 4e joueur le plus utilisé de la rotation sur les 3 premiers matchs de Ligue 1. Il est là, il a fait 3 matchs, 3 titulaires, 264 minutes, il a quasiment tout joué. Et il a joué en équipe de France Espoir. Il a pas mal joué en portant le numéro 10. J'ai vu pas mal sur les moments de ses compiles où c'est avec les petits bleus. Et ouais, un profil de milieu central qui sait faire beaucoup de choses et qui pourrait s'imposer dans cet entrejeu stéphanois en portant le 10 en équipe de France jeune.
Ouais, je pense qu'à 18 ans. C'est censé être un gros crack, mais du coup, Saint-Étienne, qui a pas super bien démarré la saison, a franchement pas mal de petits joueurs intéressants à suivre. Et déjà hâte de jouer le derby contre eux. Voilà pour l'ami Mathis Amougou à suivre. Du côté d'Auxerre, le troisième à monter, on me parle de Paul Joly, ici, l'arrière droit, qui pourrait être une révélation. On me parle de Elisha Owusu, qu'on connaît mieux, qui est là. Mais c'est pas Théo Blair que j'ai choisi à la fin, l'avant-centre canadien jamaïcain ici. C'est forcément pour Auxerre. Ah, il y a Kijana Hoever aussi, qui est censé être un crack, mais ça n'a pas trop marché. Diomandé aussi, qui les a rejoints finalement. Ça n'a pas marché pour lui à l'OL. Mais non, finalement, à Auxerre, celui que je prends, c'est forcément Ahmed Junior Traoré. C'est que un prêt de Bournemouth. Mais quand tu as un gars dans ton effectif qui est coté à 17 millions, qui n'a pas trop bien marché depuis à l'époque, c'était à Sassuolo que c'était pas mal, il me semble. À Sassuolo, c'était un joueur vraiment intéressant. Il a fait ce gros transfert en PL, mais il n'a pas trop joué depuis qu'il a rejoint Bournemouth. Il y avait un prêt à Naples sur une demi-saison qui n'a pas donné grand-chose. Mais donc ouais, là, en Ligue 1, encore un autre championnat. Un troisième du Big Five pour lui à tester. Et ouais, tu dis qu'en Ligue 1, ça peut bien marcher, mais il faut qu'il trouve un petit peu son rythme de croisière, parce que mine de rien, 24 ans, au bout d'un moment, ça va plus être un espoir intéressant, un petit joueur offensif intéressant. Je pense qu'Auxerre n'a pas vraiment de possibilité de le garder si ça se passe bien pour eux. Mais ouais, forcément, c'est un joueur dont le standing est supérieur à quasiment la totalité des autres gamins de l'effectif. Donc c'est pour ça que j'aurai un petit œil sur Ahmed Junior Traoré du côté d'Auxerre. Au Havre, qu'est-ce qu'on peut dire au Havre ? C'est que le mercato a été un petit peu plus léger qu'ailleurs sur le plan des acquisitions. 0 million dépensés en indemnité de transfert, que des prêts, des transferts libres. Bon, forcément, au Havre, on va continuer à suivre les classiques, les Aruna Sanganté, qui est capitaine à 22 ans, les Etienne Nyoute Kinkwe, lui aussi 22 ans, petit crack, Yacine Keshta, on en parlait déjà l'année dernière, évidemment. Mais celui que j'ai choisi à la fin, c'est Ilyes Housni. Parce que forcément, il est arrivé toute fin août, il n'a pas encore joué. Un petit avant-centre comme ça, qui vient en provenance prêté du Paris Saint-Germain à 19 ans, ça donne envie d'être suivi. Il a perdu un petit peu de temps l'année dernière, parce qu'à Al-Sadd, où il était prêté, il a joué 6 matchs seulement sur une saison, un petit but. Mais la saison avant ça, 2022-2023, qui lui avait même permis de jouer un tout petit peu en Ligue 1, 10 minutes en Ligue 1, connaître ses premiers moments avec le PSG Pro. Il avait fait une saison magnifique, il en avait planté, je crois, une trentaine au total, 8 en Youth League, 19 sur le premier tour de son championnat du 19 Nat. Il est 30 buts en jeune, c'est ce que j'ai comptabilisé au total, sur pas beaucoup de minutes, pas tant de minutes que ça, genre 19 en 17 matchs, en 1300 minutes en U19. Donc ouais, c'est un avant-centre au profil un peu spécial quand même, parce que 1m72, ça semble petit pour sa position. Mais là, on va vraiment avoir l'opportunité de le voir en Ligue 1. Pour l'instant, il n'a pas joué avec le Havre, mais c'est parce qu'il est arrivé, comme j'ai dit, dans les tout derniers jours. Donc déjà, est-ce qu'il réussit à se faire une place dans la rotation ? Et si oui, avec quel niveau de performance ? Parce que la réalité, c'est un gars dont on entend parler à Paris, mais qu'on n'a pas beaucoup vu en pro. Donc c'est pour ça que j'aurais clairement un petit œil sur Ilyes Housni. Toulouse. On enchaîne avec Toulouse, où il y a 2-3 gars, bien sûr. Guillaume Rest qui a que 19 ans, est-ce qu'il peut continuer à progresser, connu des Jeux Olympiques compliqués, même tout début de saison en Ligue 1, débutant encaissé où il peut faire mieux, donc peut-être vit un moment un peu difficile de sa progression, comme celui auquel on l'a beaucoup comparé à une époque, Alban Lafont. Il y a un moment où ça a stagné. Est-ce qu'il peut briser ce palier ? Ça m'intéresse. Il y a Mark McKenzie. Après, il a que 19 ans. Pour un gardien, on va pas s'enflammer et être trop pessimiste comme on s'enflammait, on a été trop optimiste avant. Voilà, il faut garder tête, rester mesuré, la tête froide. Moi, je pensais encore ça peut être un top gardien. Mais ça va être intéressant à suivre. C'est une saison intéressante, je pense, pour Guillaume Rest. Qui est-ce qu'on a ? On a Mark McKenzie qui a été recruté, défenseur central américain, qui est ambidextre, qui a les 2 pieds, donc très intéressant comme profil. Bien sûr, Yann Gbo, qui a percé la saison dernière, qui porte le 10, qui a un ailier gauche soyeux, percutant, tranchant, beaucoup de choses. Il a provoqué 2 pénaltys en Ligue 1 la saison passée, ce qui est le deuxième joueur à en avoir provoqué le plus. C'est un ailier vraiment électrique et qui a beaucoup de choses pour lui.
Et ils ont pris, sinon, qu'est-ce qu'ils ont fait? Charlie Cresswell, par exemple, qui a que 22 ans. Le Christian Cáceres Jr., vénézuélien de 24 ans. Pas mal de noms intéressants à Toulouse. Celui que j'ai choisi à la fin, c'est une autre recrue de cet été. Si on regarde, donc Mark McKenzie, Charlie Cresswell, Miha Zayk, qui est prêté du Fener, Djibril Sidibé, ok. Mais celui que j'ai choisi, c'est une autre recrue. C'est Josh King. Parce que lui, on le connaît bien, il a 32 ans. Lui, c'est un vrai vétéran. Légende un peu de Bournemouth, où il a joué, je pense, 4, 5, peut-être même 6 saisons, un truc comme ça. À Bournemouth, il avait signé en provenance de Blackburn, 6 saisons, avant de partir à Everton. Et à l'époque, je me souviens, je l'avais sur Ultimate Team. Ça remonte. Là, ça rappelle des souvenirs, mais je l'avais dans mon attaque. Et c'était un bon petit attaquant, rapide, mobile, plutôt tueur. Intéressant parce que, ok, donc comme on a dit, légende de Bournemouth. Sur Twitter, j'ai vu un article, une interview avec Moussa Sissoko, où on lui demandait un petit peu, parce qu'il l'a connu à Watford, si je dis pas de bêtises, et on lui demandait de définir un petit peu le profil de Josh King. Il dit, pour moi, c'est un joueur qui préfère et qui se sent plus à l'aise sur le côté, surtout sur le côté gauche. Il a aussi évolué dans l'axe, mais pour moi, il est meilleur sur le côté. Et contre l'OM, j'ai vu les 15 minutes de son entrée, et il était plutôt dans l'axe, plutôt utilisé dans l'axe. Donc on va voir l'utilisation qui sera faite de Josh King, dans quel système, etc. pour Toulouse. Mais ouais, c'est pour ça que je garderai un œil sur lui. Finalement, ça fait partie, et il peut être une sorte de mini-star de notre championnat, comme il l'était à Bournemouth, où il était un de ces noms dans les clubs de seconde partie de tableau en Angleterre, qui brillait un peu. Régulièrement, on entendait parler de Josh King. Forcément, un gars qui donne envie d'être suivi. Alors les amis, on parle de Ligue 1, on se régale comme à chaque fois qu'on parle de Ligue 1. Mais on va pas se mentir aussi, c'est devenu assez cher à regarder. Et non, on n'est pas sur un segment sponsorisé d'Azone, pourtant ils ont essayé. Mais je suis très content aujourd'hui de vous parler de l'équipe Live Foot. On est dans un monde où le foot coûte de plus en plus cher à regarder. Et ce que eux font, avec leur nouvelle chaîne, ils ont lancé il y a quelques mois, l'équipe Live Foot, une chaîne 100% foot, 24 heures sur 24, disponible sur leur site, sur l'application Chromecastable. Franchement, c'est stylé. Parce que il y a beaucoup de matchs. Il y en a 400 en 2024, plus de 700 à venir en 2025. Équipe de France exclue tout le reste de la Nations League, de la qualification Coupe du Monde 2026, Argentine-Chili par exemple, des compétitions de jeunes, Youth League. Il y a 20 compètes au total, avec Copa del Rey, Coupe d'Allemagne, Coupe d'Italie, beaucoup de contenu. Et c'est accessible sans coût supplémentaire à partir du moment où vous prenez un abonnement à l'équipe. Alors le moins cher, il est à 6,99 par mois, mais j'ai encore mieux pour vous. C'est qu'il y a un abonnement jeune entre 16 et 25 ans à 5 € par mois, et au moment de l'inscription, si vous choisissez cette formule, vous pouvez entrer le code WILOU l'équipe, et ça devient même 1,99 € par mois. Ce compte d'ailleurs, il est partageable avec quelqu'un d'autre, donc vous mettez avec un pote, et vous payez même moins d'1 € par mois, pour avoir accès à des centaines et des centaines de matchs, 24 heures sur 24. Franchement, je trouve que ce qu'ils font pour pouvoir voir du foot de qualité, beaucoup, et en plus avec ce compte, vous avez accès à tout le reste du contenu de l'équipe, les articles, l'équipe Explore, qui est vraiment génial, France Football. Ce qu'ils font, ça se respecte, et en ce moment en particulier. Je trouve ça très stylé, donc vous avez accès à ça avec le lien en commentaire, en description, et merci à l'équipe Live Foot d'avoir sponsorisé cette vidéo. On enchaîne avec Montpellier, et à Montpellier, j'ai hésité avec pas mal de monde, je crois que c'est le classique de la vidéo. Il y a du monde, mais les deux qui ont retenu mon attention à la fin, c'est deux petits jeunes. Le premier, il est tout en bas ici, Othman Mahama, un Marocain, ailier droit, en tout cas joueur offensif, créatif, de 18 ans, qui, on le voit ici, évalué à 300K, il vient du centre de formation de Montpellier qui n'a pas énormément recruté sur ce mercato estival, mais ils ont fait venir ce petit gars du centre de formation. Il a joué 10 minutes sur la première journée. La raison pour laquelle c'est pas celui que j'ai sélectionné à la fin, c'est que derrière, il a plutôt réintégré l'équipe jeune, l'équipe réserve. Donc on l'a pas vu ensuite. Il est tout en bas ici, 11 minutes jouées sur la première journée. Il a que 18 ans, il va bientôt avoir 19. Mais voilà, c'est peut-être une année trop tôt pour lui, mais pas sûr. Peut-être qu'avec de belles performances et des opportunités qui se libèrent sur le 11 montpelliérain ou dans l'effectif montpelliérain, peut-être on pourrait voir un petit peu plus de Othman Mahama, comme un gars dont j'avais parlé l'année dernière, dans la vidéo de l'année dernière, et qui en vrai je pense est plus pertinent cette saison. On y vient dans quelques clubs. Peut-être lui c'est plus pour la vidéo 2025-2026, mais gardons-le quand même en tête. Celui que j'ai choisi à la fin pour Montpellier donc, c'est Bessir Omeragic.
un international suisse, même si ça fait un petit moment qu'il n'a pas connu la sélection. Et il n'a pas été appelé par exemple pour l'Euro. Il avait joué genre vite fait un tout petit peu avant l'Euro, mais sinon ça remonte à il y a quelques années. Mais juste, ouais voilà, jeune défenseur central de 22 ans, qui est déjà, il me semble, co-capitaine de Montpellier, ou capitaine derrière Savagny apparemment, on m'a dit sur Twitter. Un leader, un gars qui peut jouer aussi 6, et qui a joué pour l'instant 100% des minutes de Ligue 1. Voilà, on n'a pas parlé de beaucoup de défenseurs pour l'instant, mais un défenseur central d'1m87, jeune, 22 ans, qui a un bel avenir devant lui, qui pourrait bien aider Montpellier. C'est peut-être le gars sur lequel je garderai un œil. Mais il y en a d'autres, hein. On a parlé bien sûr en début de saison dernière, vous vous souvenez, on faisait un truc sur Accor Adams, Moussa Altamari s'y reste. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Forcément, Joris Chotard, toujours envie de voir un petit peu de Teddy Savanier, c'est toujours un plaisir. Mais voilà, ça c'est pour Montpellier. Ensuite, qui est-ce qu'on a? Ouais, comme j'ai dit, Otman Mama n'a pas encore beaucoup joué. On a Nantes. À Nantes, ils ont très très bien démarré la saison, c'est le régal là-bas. 7 points sur 9 possibles, ils sont une des 5 équipes de Ligue 1 qui sont encore invaincues sur ce début d'exercice 2024-2025. Pour Nantes, j'ai longtemps pensé à Mathis Sabline, parce qu'un avant-centre de 21 ans qui démarre la saison plutôt fort et qu'il avait fini très fort aussi, il avait fini avec 4 buts contre Nice, Lyon, Montpellier et Lille, 4 buts sur les 7 derniers matchs. Et cette saison, dans le dispositif de Comboiré, il a fait les 3 matchs. 3 matchs, 3 titularisations, un but, une très très belle reprise. C'était contre Montpellier, à la Mosson, sur une déviation de Tino Kadewere, qui était une ligne plus haut sur cette action, même si je crois sur le papier est censé être un 10 sous Ablin. Il avait envoyé une magnifique reprise de volée. Et ouais, ça se passe bien pour Mathis Ablin sur ce début de saison, donc vraiment à suivre. Celui que j'ai choisi à la fin, voilà, on y est. C'est Nathan Zézé. Avec un an de retard, c'était déjà celui de ma dernière vidéo en 2022-2023, parce qu'il commençait à émerger du centre de formation. Voilà, à l'époque, il n'avait pas encore de photo de profil sur Transfermarkt, était évalué à 400K. Aujourd'hui, c'est 5 millions, il a décuplé sa valeur en une saison. La première partie de saison, il n'y a pas eu grand-chose. Deuxième, il a commencé à enchaîner les minutes. Mais franchement, à 19 ans, Nathan Zézé, c'est un gars qui a déjà joué 100% des minutes cette saison, a démarré très fort. Et ouais, comme je le disais l'année dernière, pour moi, c'est un vrai gars à suivre, qui a été appelé en équipe de France Espoir, là, il y a quelques jours, qui a déjà... Qu'est-ce qu'il a déjà fait? Il avait fait 1000 minutes la saison dernière en Ligue 1, et apparemment, il y a eu une offre pour lui de, si je dis pas de bêtises, une offre de l'Inter à la fin du mercato. On le voit même sur Transfermarkt, il y avait un intérêt assez fort de l'Inter pour genre une quinzaine de millions, et Nantes l'a pas vendu. Donc ouais, vraiment, je pense que si l'année dernière c'était la saison un peu de la primo-découverte pour Nathan Zézé, là ça peut vraiment être une saison d'explosion, de révélation. C'était plutôt ouais, sur cette disons, pas le premier tiers, mais plutôt le deuxième tiers de la saison, où il avait percé. Mais ouais, gardons un œil. Maintenant les deux yeux, avant on gardait un œil, maintenant on a les deux yeux sur Nathan Zézé. J'enchaîne avec Reims. Après le départ de Will Steele, on a désormais Lucas Elsner à la tête sur le banc rémois. Et franchement, ils ont pas mal démarré vu l'adversité. 4 points pris sur 9 possibles, mais ils ont joué Lille, Marseille et Rennes. Rennes qu'ils ont battu la dernière journée en date. Costaud. Donc commencer avec 4 points là-dessus, je trouve ça vraiment vraiment pas mal. Et après à Reims, c'est comme d'habitude, pour moi il y a les usual suspects. Mohamed Darami, je crois que c'était le gars qu'on avait mis à suivre l'année dernière. Mais bon, sinon les Japonais, Junya Ito, Keto Nakamura, ils sont toujours autant un régal. Il y a Emmanuel Agbadou, Marshall Mounetzi, le buffle, je crois, comme disait Will Steele. Et tout à fait vrai, Yevan Diouf dans les buts. Mais celui que j'ai choisi à la fin, ouais, c'est Gabriel Moscardo. Parce que, encore une fois, un prêté donc, du Paris Saint-Germain, comme Ilyes Housni pour le Havre. Mais Gabriel Moscardo, un gars qui est évalué à 15 millions, un milieu central comme ça de 18 ans, qui va en avoir 19 fin septembre, mais qu'on n'a quasiment pas vu pour l'instant, en tout cas moi non, parce qu'il a joué dans toute sa carrière une trentaine de matchs professionnels, même en incluant le Brésil. Finalement, quand il est recruté par Paris au mercato hivernal dernier, c'est pour 20 millions si je ne me trompe pas. Mais à l'époque, ouais, il avait joué à peu près genre un bout de match de Libertadores, 11 minutes, un peu de Sudamericana, 20 matchs à peu près de Serie A, de championnat brésilien. Donc ouais, l'échantillon est très très réduit. Est-ce que c'est vraiment un crack ?
Est-ce qu'il peut le montrer en Ligue 1 en plus, dans un championnat où au milieu de terrain, il faut avoir aussi les qualités athlétiques, le volume de jeu pour s'imposer. Donc ça va être très très intéressant. Et je dois dire que j'en sais rien pour l'instant. C'est une vraie épreuve de feu, je trouve, pour Moscardo à Reims, mais dans un collectif qui en plus peut bien marcher, avec des principes de jeu. Reims nous habitue depuis plusieurs saisons maintenant à être, je trouve, collectivement assez fin et faire des choses tactiquement intéressantes. Donc ouais, un bon contexte pour progresser dans une très belle ville. Pas si loin que ça de Paris. Donc ouais, Moscardo à Reims, vraiment à suivre. Il y a un monde où ça marche pas du tout aussi, mais c'est pas ce que j'imagine, et en tout cas c'est pas ce que je souhaite pour le petit Gabriel Moscardo. On enchaîne avec Brest. Brest qui va découvrir la Champions. C'est une belle image quand même sur le site de l'UEFA. Et avec pas mal de gros matchs contre les Leverkusen, contre le Barça, contre le Real Madrid. Notamment pour finir la réception du Real là, du côté du Roudourou, si j'ai bien suivi les dernières infos. Ça, ce sera fin janvier. Ça va être costaud. Pour un club de Ligue des Champions, ils ont fait un mercato petit budget. Il n'y a pas eu beaucoup de prises. Kamori Doumbia pour 4 millions, Mama Baldé pour 4 millions et demi. Sinon, c'est, comme on a dit, pas mal de prêts. Soumaïla Koulibaly, ça m'intéressait beaucoup, de Dortmund. Parce que déjà, quand il était à Dortmund, on en parlait de temps en temps sur ce jeune défenseur central français qui peut-être peut sortir. Il me semble qu'il était dans le centre de formation ou dans les équipes de jeunes, si je dis pas de bêtises. Il avait signé en provenance du PSG U19 en 2021. Et ouais, c'est ça, pendant 2 ans, il était dans le centre de formation de Dortmund. Un prêt à Antwerp. Je sais pas trop ce que ça a donné, mais sa valeur marchande a bien augmenté depuis, passé de 1 à 6. Donc j'imagine que ça a pas trop mal fonctionné pour lui en Belgique. Et maintenant, à Brest, peut-être peut faire quelque chose, avec en plus l'exposition de la Champions. Donc ouais, j'aurais vraiment un œil sur Soumaïla Koulibaly, mais c'est pas celui que j'ai retenu à la fin. Il y avait Abdallah Sima aussi, qui est prêté de Brighton, si je dis pas de bêtises. Hop, où est-ce qu'il est? Là. Ludovic Ajorc aussi, qui fait son retour en Ligue 1, c'est pas mal. Mais non, celui que j'ai choisi à la fin, dans une année qui est très très spéciale pour Brest, c'est je veux bien voir l'évolution de Mady Camara. Mady Camara qui continue d'évoluer, on va dire, parce que saison après saison, et je me souviens comme lui, comme pour Mouefek, je me souviens à Saint-Étienne, c'était sur la même saison où je le trouvais très très intéressant, et Mady Camara, il a vraiment progressé, il a 26 ans, donc peut-être qu'il arrive au bout de cette courbe-là, mais il a commencé à ajouter les buts en plus. Sur la saison dernière, il était, je crois, le 2e meilleur buteur de Brest, si je dis pas de bêtises, ou dans le top 3 en tout cas, avec 7 buts en Ligue 1. Il en a déjà 2 là en 3 journées. C'est pas le plus important pour Mady Camara, mais forcément, comme toujours, le révélateur Champions et l'exposition Champions, pour des joueurs de son type, ça m'intéresse bien, parce qu'il a suffisamment d'âge et peut-être de maturité, de confiance en ses qualités, pour détonner un petit peu sur la plus haute estrade du foot continental. Ouais, peut-être qu'il peut continuer encore de nous surprendre, comme il le fait, je trouve, depuis quelques saisons, parce qu'à une époque, on entendait un peu moins parler, hop, il a regrimpé. Ouais, Mady Camara, c'est pas Remember the Name, parce qu'on le connaît bien maintenant, mais comme je vais dire pour la 20e fois de cette vidéo, gardons un œil dessus. Ok, voilà pour Brest. Ensuite, Strasbourg. Alors Strasbourg, c'est très très spécial. C'est déjà l'équipe la plus jeune du championnat pour l'instant, sur les 3 premières journées. 22,6 ans de moyenne d'âge, quand on regarde les joueurs qui ont joué. Pour info, le PSG est 2e. Monaco 3e. Ensuite, c'est Reims et Toulouse qui complètent le top 5. Et tout en bas, les 3 équipes les plus âgées pour l'instant, Lyon, Lens et Brest. Brest, 29 ans de moyenne d'âge. Beaucoup d'expérience pour potentiellement bien figurer en Europe. Mais voilà pour Strasbourg, qui est donc, comme on a dit, très très jeune. Clairement, ça se voit que oui, c'est le club satellite de Chelsea. Ils ont tellement dépensé. Ils ont acheté pour au total genre 50 ou 55 millions, je crois, juste en indemnité. Et c'est beaucoup. C'est 5 recrues qui figurent dans le top 10 de leur histoire. C'est quand même un peu moins que le mercato dernier, qui était encore un peu plus dépensier, à quelques millions près. Et qu'est-ce qu'ils ont d'intéressant? Ils ont leur entraîneur, Yamro Senior, qu'on connaît pas beaucoup, qui a 40 ans, qui pour l'instant a fait 2 saisons à Hull, quoi. Et un tout petit peu à Derby County aussi. Mais ouais, intéressant de voir ça. C'est pas lui que j'ai retenu parce que c'est pas un joueur. C'est pas non plus un gars que j'aime bien, Emmanuel Emega, l'avant-centre néerlandais-nigérian, là,
J'avais vu un petit documentaire sur lui sur la chaîne, quand je préparais Eurotour, sur la chaîne des Pays-Bas, Hans Oranje, qui est une chaîne très très intéressante. Et ils ont fait un petit truc sur les Young Oranje, les jeunes, les espoirs. Il y avait un petit moment sur Emega où on le voyait avec sa famille là de retour dans son appartement familial aux Pays-Bas en train de regarder les highlights de ses buts à Strasbourg et tout. C'était assez stylé. Bien monté, et du coup depuis j'ai un petit kiff sur lui. J'espère que il va continuer à bien marcher. Il a déjà bien démarré, je crois qu'il est à 2 buts déjà cette saison. L'année dernière il en avait planté à peu près une dizaine en Ligue 1, peut-être un poil moins, genre 8-9. En tout cas, Emega continue de suivre sa progression. Qu'est-ce qu'on a d'autre parmi les recrues? Le Suédois de Malmö, Sébastien Nanasi, qui a été acheté pour 11 millions à Malmö. Donc ouais, Mamadou Sarr aussi, bien sûr que je connais bien. Franchement, Strasbourg a beaucoup investi, normal. Et après, il y a aussi les classiques, où est-ce qu'ils sont André Santos, Habib Diarra, ils sont tellement jeunes, ça se voit que c'est tellement le club des petits talents de Chelsea pour peut-être en faire des gros cracks, 20 ans, 21, 21, 22, 21, de partout. Tout ça c'est intéressant, mais celui que j'ai choisi à la fin, c'est Dylan Bakwa, parce qu'il avait été très très bon déjà la saison dernière, et même il a commencé, je trouve, assez fort encore. Il a pas mal joué, c'est-à-dire 100% des minutes possibles. Sa passe décisive là, c'était, je m'en souviens, contre l'OL, une passe un peu à la Lamine Yamal, comme ça là, depuis ce côté, en ouvrant bien le pied, justement pour André Santos au second poteau. Ouais, c'est sans doute le meilleur joueur strasbourgeois de la saison dernière, a recommencé très très fort. Et il y a beaucoup de talents à Strasbourg, de jeunes talents, mais Dylan Bakwa, peut-être même encore un petit peu plus que les autres. C'est pour ça que c'est lui que j'ai choisi. On enchaîne avec Lens. Le Lens de Will Steele, qui pourrait être un joueur encore à 31 ans, pas tout à fait un espoir, comme Hamzat Ojediran, qui est un Nigérian de 20 ans, évalué à 400K sur Transfermarkt, qui a fait une petite entrée l'autre jour. C'est pas celui que j'ai, une belle entrée contre Monaco, mais c'est pas celui que j'ai retenu. C'est pas non plus Abdoukodir Roussanov, un Ouzbek, je crois le premier Ouzbek de l'histoire de la Ligue 1, 14 sélections avec l'Ouzbékistan, défenseur central de 20 ans, qui dans le système A3 de Will Steele, a joué les 3 matchs et le dernier en tant que titulaire. Donc ça c'est aussi un gars à suivre, mais celui que j'ai pris à la fin, bien sûr, pour Lens, c'est le petit Anas Zaroury. Beaucoup de jeunes petits Marocains sur cette Ligue 1, beaucoup de petits espoirs, de gars qui même évoluaient dans d'autres championnats, d'autres sélections, et à la fin ont choisi le Maroc, ne serait-ce qu'il y a quelques jours. Mais Anas Zaroury, de ce que j'ai vu, notamment sa petite passe là, contre Brest, magnifique à l'entrée de la surface, pour marquer, pour permettre à Lens d'ouvrir le score. Et ouais, juste Lens, comme souvent, c'est intéressant. Cette saison, je pense que collectivement, ça peut être assez intéressant. Et Anas Zaroury, c'est un offensif qui est pas si jeune que ça, entre guillemets. Il va avoir 24 ans en novembre. Il a connu des hauts et des bas. À Burnley, il était arrivé, ça n'a pas trop marché. Il a été prêté depuis et vendu donc à la fin 9 millions. Burnley l'avait acheté à Charleroi il y a 2 ans. Mais moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est son positionnement. Parce que pour l'instant, avec Will Steele, il a joué surtout en 10, milieu offensif dans le 3-4-1-2. Alors que dans sa carrière jusqu'alors, c'est vraiment un ailier gauche. Avec son pied droit, rentre avec son pied droit. Il a joué un petit peu en deuxième attaquant, milieu offensif il y a 3 matchs, deuxième attaquant en limite, c'est ça. Mais là, pour l'instant, en tant que 10, entre guillemets, c'est pas vraiment ce qu'on a vu dans sa carrière pour l'instant. Donc, est-ce qu'il peut être réinventé, encore amélioré? Je pense que ça peut bien correspondre à ses qualités, à son profil. Un joueur créatif comme ça, d'1m76, qui est à l'aise dans les petits espaces. Donc, peut-être plus même que dans les grands. Mais ouais, Anas Zaroury, forcément, dès que tu le vois, il y a beaucoup de talent. Et c'est celui que j'ai choisi à Lens. On enchaîne avec Rennes maintenant, où il y a beaucoup de choix. Ils ont tellement bougé au mercato, ouais, forcément, ils doivent se racheter de leur saison ratée. Et parmi tous ces gars-là, tu pourrais choisir. Parmi les autres aussi, il y a beaucoup de joueurs que j'aime beaucoup sur le papier. À Rennes, Amine Gouiri, Ludo Blas, qui a démarré assez fort, au moins statistiquement, la saison. Lorenz Assignon, je ne sais pas si c'est celui que j'avais choisi l'année dernière. Mais en tout cas, on en parlait. Alidou Seydou, qui m'a impressionné l'autre jour contre l'OL. J'ai trouvé très très costaud et déjà à Clermont, c'était pas mal. Beaucoup de gamins que j'aime bien. Enfin, j'ai dit de gamins, beaucoup de jeunes hommes que j'aime bien à Rennes. Il y a Michael Faye, qui est vraiment sur la shortlist, qui a été pris donc
en provenance du Barça, un défenseur central qu'on sait prometteur, mais dont on ne connaît pas grand-chose à la fin, de 20 ans, ça me rend curieux. J'ai Jota, bien sûr, qui a été, après avoir été vendu une trentaine de millions à Al-Ittihad l'été dernier. Là, Al-Ittihad le vend pour même pas 10, je crois, genre 8 ou 9. À Rennes cet été, 8, c'est ça. Il avait été très très fort au Celtic. Il avait fait une saison 2022-2023 à 11 buts, 10 passes en Premiership écossais en même pas 2000 minutes de temps de jeu. Donc évidemment, là, il avait brillé. Mais ça n'a pas du tout marché pour lui en Arabie Saoudite. Maintenant, il arrive à Rennes. C'est un petit pari parce qu'il est plus si jeune que ça, entre guillemets. 25 ans, bien sûr, c'est jeune. Mais par exemple, j'ai vu que Rennes lui a fait signer un contrat de 3 ans seulement. Donc bon, ça signifie aussi que Rennes tente quelque chose avec Jota. On va voir si ça marche. Mais celui que j'ai choisi à la fin, c'est Albert Grondbeck. Parce que contre l'OL, il avait été très très chaud. C'est joueur qu'on kiffe bien. C'est joueur offensif, créatif, technique, soyeux. Peut-être pas le plus gros bagage physique. Il y a peut-être une acclimatation à la Ligue 1 à faire. Mais un milieu central de projection qui, mine de rien, score pas mal. Hein. Si je peux vous ressortir les stats sur toute sa carrière pour l'instant. Voilà, toujours dans ce rôle de milieu central, c'est là où il a le plus joué. Mais là, dépanné un petit peu aussi, parfois sur les côtés, en tant qu'ailier. Même en tant que milieu central, 129 matchs, 37 buts, 18 passes D. Un joueur très très impliqué dans le dernier tiers, Albert Grondbeck. J'ai vu des saisons par exemple avec Bodo Glimt, voilà, 2023, 9 buts, 8 passes. C'est aussi le cas en Europe, 3 buts en Conference League, 3 buts en qualif de Conference League. Et il avait démarré plutôt fort en 2024 avec 8 buts en 15 matchs d'élite syrienne. Donc voilà, Grondbeck, en provenance de Bodo Glimt en Norvège, lui le Danois, petit joueur soyeux et frisson potentiel de notre championnat de France. Il nous en reste, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le top 6 en valorisation marchand de Transfermarkt. À la 6ème place, c'est Nice, le Nice de Franck Hez cette année, intéressant. J'ai hésité entre quelques-uns. Il y a Tanguy Ndombele qui, mine de rien, bon, sa cote a tellement chuté depuis l'époque où on l'avait vendu, soit 58, je crois. Combien on l'avait vendu 62 apparemment à Tottenham. Sa cote maximale, c'était 65. Bien sûr, ça n'a jamais marché parce qu'athlétiquement, parce que mentalement, il n'a jamais réussi vraiment à se brancher aux exigences du top niveau calibre élite. Mais là, sur le début à Nice, honnêtement, ça se passe plutôt pas mal pour lui. 3 matchs, 3 titularisations. Il joue bien dans ce double pivot. Donc ouais, Tanguy Ndombele, c'est pas mal. C'est pas celui que j'ai retenu parce que quelque part, j'ai peur de me brûler sur Tanguy Ndombele. On veut pas recommettre l'erreur encore et encore. C'est moins le cas pour un Mohamed Ali Cho, par exemple, qui, ok, a pas percé peut-être aussi vite qu'attendu. Je crois que c'était à la Real Sociedad quand il avait été pris pour remplacer Isaac, ça n'a pas trop marché. Mais la fin de saison dernière, je crois, était plutôt pas mal pour Mohamed Ali Cho. Et là aussi, 3 matchs, 3 titus. L'année dernière, il avait fait même pas 1000 minutes. Donc il est vraiment déjà sur des standards pour faire une belle grosse saison en Ligue 1. J'ai qui d'autre sur le radar? Moïse Bombito, le défenseur canadien de 24 ans. Il y a Evan Guessant aussi, qui à 23 ans a déjà planté 2 buts sur les 3 premières journées de Ligue 1. Mais peut-être que le plus intéressant à Nice, c'est le concurrent potentiel d'Evan Guessant, c'est Youssoupha Moukoko, bien sûr, qui est arrivé en prêt. C'est prêt avec option d'achat. Je connais pas le montant de l'option d'achat. Mais voilà, quand tu fais Moukoko, qui, mine de rien, va avoir 20 ans en novembre, donc est loin d'être cramé, mais par rapport à ses standards de précocité qui étaient historiques, quoi, et qui jouait déjà des matchs de Bundesliga à quoi, genre 15-16 ans, un truc comme ça. Pour Youssoupha Moukoko, c'est l'heure de véritablement enchaîner, d'éviter les blessures aussi, qui lui ont coûté cher, parce qu'il y a une époque que ça marchait assez bien à Dortmund sur une période de 6 mois, après on l'avait un peu moins vu. Il n'a pas de sélection avec les A, je crois encore. Donc, ce qui semble presque un peu surprenant, mais j'ai l'impression que c'est qu'avec l'Allemagne U21 qu'il a joué pour l'instant. Voilà, pour Moukoko, c'est l'heure, c'est le moment. Il est arrivé sur la toute fin du mercato, donc on ne l'a pas encore vu en Ligue 1, mais les premiers pas, j'imagine les premiers buts par exemple, ça peut très vite devenir une énorme hype. Donc forcément, Moukoko pour Nice. Hop, ouais, il y a déjà la petite vidéo qui est sortie du côté de la chaîne YouTube de Nice, mais voilà, c'était il y a quelques jours, il y a 6 jours à peine. Il vient d'arriver, là il y a la trêve internationale pour bosser un peu, et hâte de voir ça dès la reprise de la saison.
J'ai Lille ensuite, le LOSC de Genesio, très grosse saison à venir pour Lille, aussi un club de Champions qui a bien mérité sa qualif en Champions après 2 tours compliqués contre le Fener, contre le Slavia. Ça a été chaud à chaque fois, mais ils y sont. Avec des matchs de prestige, ils démarrent par le Sporting à Lisbonne le 17 septembre. Après, on a le Real, l'Atleti, la Juve, même Bologne c'est chaud, Sturm Graz, Liverpool à Anfield, et tu finis par le Feyenoord. Une belle campagne de 8 matchs pour le LOSC, qui peut-être peut s'en sortir, parce qu'en vrai, ils ont un très très bel effectif. D'ailleurs, je suis content, le LOSC, j'étais, je vais pas dire un des rares, mais un de ceux en tout cas qui croyaient en eux saison dernière. J'avais dit, Lille, podium de Ligue 1. Bon, voilà, ils ont fini quoi à la fin, 3e ou 4e. Donc pas loin, ou dans cette idée de qualifier pour la Champions. Je les voyais plus haut que Rennes par exemple, qui était un peu l'équipe hype pourtant du Mercato. Mais Lille, franchement, il y a beaucoup de top joueurs. Il y a Lucas Chevalier qui va continuer sa progression à 22 ans, qui est peut-être déjà le meilleur gardien de Ligue 1. Ouais, qu'est-ce que ça peut donner cette saison? Il y a Edon Zegrova, qui est un des meilleurs joueurs de Ligue 1 la saison passée, qui a 25 ans. Thiago Santos, que j'adore, je crois que c'était lui mon joueur à suivre de la vidéo de l'année dernière. Le Hakon Arnar Haraldsson, dont on avait parlé aussi. Peut-être plus de temps de jeu à venir pour lui. Beaucoup de gars qui donnent envie d'être suivis, mais celui que j'ai choisi à la fin pour Lille, c'est pas Ethan Mbappé. Pourtant, Ethan Mbappé, parce qu'à 17 ans seulement, tu te dis, ouais, pourquoi pas. En plus, je trouve que ce qu'on voit pour l'instant est assez intéressant. Mais non, il est ici, Oussam Sahraoui. Voilà, lui était international norvégien avec une cape, mais il a changé il y a quelques jours, là, je crois, j'ai un 31 août, pour le Maroc. Donc, j'imagine appelé à cette trêve internationale-là avec le Maroc, a changé son allégeance, et juste un joueur... Sur les chiffres avancés, tu vois un peu à quoi ça ressemble. Dribble réussi, 3,6 par match, ça le place top 1% en Europe des joueurs de sa catégorie. Sur les possessions progressives, les touches dans la surface de réparation adverse. Un vrai joueur de progression, de percussion, et qui fait qu'1m70. En tout cas, c'est ce que ça dit sur Transfermarkt. Du coup, ça me fait... Et aussi sur FBRF, donc j'imagine que c'est la vérité. Et du coup, ça me fait penser à un autre joueur un petit peu de ce type, c'est Francisco Conceição, 1m70 aussi, pile électrique, des stats de progression tout aussi lunaires. Mais le truc avec Francisco Conceição, c'est qu'il a beaucoup plus de volume dans le dernier tiers. Sur les tirs, les buts, les passes décisives, si on compare son radar offensif, ça c'est Conceição. Et où est-ce qu'il est ici? Sahraoui. Voilà, il y a les mêmes choses à peu près sur la progression, la percussion, là, en blanc, jaune. Mais par contre, sur le volume offensif, c'est beaucoup plus léger pour l'instant. Donc peut-être une saison pour Oussam Sahraoui, une saison pour devenir déjà un joueur de Ligue 1 important, mais aussi un joueur de dernier tiers, clé. Et c'est là-dessus particulièrement que je serais vigilant, parce que la qualité technique, la qualité de différence, on la voit déjà tout de suite. Mais est-ce qu'il peut finir, est-ce qu'il peut stater un peu? Ça, ce serait intéressant à voir. Oussam Sahraoui, donc, pour le LOSC. On passe à mon Noël. Beaucoup d'argent dépensé sur le marché des transferts. J'ai déjà un petit peu analysé les manques de cette équipe il y a quelques semaines, quand on faisait un point sur la première journée de Ligue 1. Il y a quand même des choses intéressantes à Lyon. Je trouve que l'effectif dans l'ensemble, pour tout ce qui a été dépensé, je suis pas hyper fan, je vais pas mentir. Je trouve qu'il y a encore des manques dans pas mal de zones, notamment derrière. Je suis pas certain de comment on va jouer. J'ai confiance toujours autant en Pierre Sage. Je pense que si on a... Voilà, pour toutes les raisons que j'ai évoquées, c'est vraiment un gars en lequel je crois. Je suis très content qu'on ait fait Mikotadze. Ça va être intéressant de voir Zaha aussi. Bon, est-ce qu'il peut s'imposer? On commence à avoir du monde à gauche. Et ouais, il y a 2-3 gars ici et là. Le petit Tanner Tessman, par exemple, premier américain de notre histoire, pour l'équipe masculine en tout cas, qui va avoir 23 ans en septembre, qui est encore un jeune. Et une saison complète pour Lucas Perry. Ça m'intéresse beaucoup, parce que de ce qu'on voit, c'est top. Est-ce qu'il peut confirmer sur une durée entière, une saison complète en Ligue 1, remplacer définitivement Anto Lopez? Il y a l'arrivée de Thiago Almada aussi, et hiver prochain, après son prêt à Botafogo, qui a été pris une 30aine de millions, qui était genre le deuxième joueur le plus valuable de MLS. Donc ouais, ça c'est cool. Mais celui que j'ai choisi à la fin, c'est celui qui fait les différences en fin de match, qui explose son couloir, 1m69 aussi, tout petit format, 19 ans, Malik Fofana. À chaque fois qu'il rentre, c'est un régal. Est-ce qu'il peut devenir pour autant un joueur de 11 ? Un joueur que tu mets dès le début, dès le coup d'envoi,
et pas uniquement face à des défenses fatiguées. C'est sans doute la prochaine étape de sa progression, mais pour un gars qui à chaque fois est un vrai joueur frisson. Malik Fofana. Il en reste 3. Le Big 3 niveau masse, pas forcément masse salariale, même si je pense que si, mais valeur marchande cumulée. Il y a d'abord l'Olympique de Marseille où il y a beaucoup de joueurs. J'en ai fait une longue vidéo. Ça, c'était il y a 3 semaines. Mon avis sur l'OM 2024-2025. J'ai essayé d'analyser le maximum de choses en long, en large, en profondeur. À Marseille, tellement de gars. Le mercato a été si agité. À la fin, qu'est-ce que je peux vous dire? Eli Wahi, le joueur le plus valuable de l'effectif, selon Transfermarkt, qui a été acheté 25 millions à Lens. Est-ce qu'il peut devenir le 9 incontestable de l'OM et faire une très grosse saison en Ligue 1 après avoir déçu à Lens? Est-ce qu'on peut retrouver un peu les standards ou les promesses montpelliéraines? Je vais dire qu'à la finition, ces gâchis sont problématiques parce qu'ils sont pas le fait de juste le ou les derniers matchs. C'était aussi le cas à Lens. Quand on regarde les stats avancées, les grandes occasions manquées, Aubameyang en avait 22, c'était le numéro 1, mais Eli Wahi deuxième là à 21. Obama 22, Wahi 21. Ouais, il gâchait déjà beaucoup. Donc ça fait un petit peu partie de son profil là pour le coup. Emega aussi 4ème. Accor Adams 3ème. Voilà, sur les grandes occasions, il s'en procure, c'est sûr, avec son profil, sa vitesse dans les grands espaces, même son sens du jeu, ok. Mais pour ne pas devenir un Darwin Núñez qui sous-performe énormément ses XG malgré sa capacité à se trouver dans les bonnes positions, pour être vraiment le 9 incontestable de Marseille, ouais, sans doute qu'il faut plus finir, et c'est ce que j'attends d'Eli Wahi. Après, il y a beaucoup de gars que j'aime bien, que ce soit Ismaël Koné, Lilian Brassier dans les recrues, ou d'autres que j'ai envie de découvrir davantage, Jonathan Rowe, Valentin Carboni, que mine de rien, pour toute sa promesse, tout son potentiel, on a assez peu vu. Il y a peut-être un truc intéressant pour Amin Harit, qui avait démarré assez fort la saison. Il y a Neil Maupay aussi, qui peut peut-être dépanner. Il y a beaucoup de monde à Marseille, hein. Franchement, moi j'ai dit c'est une des équipes les plus intéressantes d'Europe cette saison. Beaucoup de gars que j'ai envie de suivre. Mais, où est-ce qu'il est tout en bas là, Enzo Sternal, quelques petits gars du centre de formation. Mais celui que j'ai choisi à la fin, ouais, bien sûr, c'est Mason Greenwood. Et alors, sa situation personnelle tellement compliquée, répugnante sur pas mal d'aspects, mais aussi c'est dur de savoir la vérité sur d'autres, ou en tout cas la situation actuelle, tout ça j'en ai parlé longuement dans la vidéo. Donc voilà, si on veut se pencher sur cette partie-là de la dimension Mason Greenwood, j'en ai longuement parlé dans cette vidéo, n'hésitez pas à aller checker. Et à la fin, ma conclusion c'était, ouais, évidemment, les faits, les images, l'audio, tout ça, ça fait froid dans le dos. En même temps, maintenant il est un joueur de foot, à l'OM, et moi je suis une chaîne de foot. À la fin, je peux pas, à chaque fois que je parle de Mason Greenwood, faire un aparté de 2 minutes là, comme je suis en train de le faire, à un moment. On va devoir se concentrer sur le joueur de foot. Donc voilà. Sur le joueur de foot, ce qu'on voit sur le début de saison, c'est assez lunaire. Déjà 5 buts et une passe D en 3 matchs, mais surtout même la qualité des buts, où on voit le Mason Greenwood qu'on connaissait d'United. La qualité de finition, la variété, je dirais, dans sa palette de finition, le fait qu'il soit quasi ambidextre, peut finir pied gauche, pied droit, mais les finitions comme ça, en angle fermé, où il va aller chercher le petit filet opposé, en se contorsionnant comme ça, c'est juste un finisseur hors pair. Et c'était déjà le cas à United. On continue là de le voir, ce qu'il apporte dans les grands espaces en transition. Ouais, c'est le crack qu'on connaissait à United. Est-ce qu'il peut définitivement relancer sa carrière? Oui. Redorer son image? Bah ça dépend pas que du terrain. Mais si on se penche sur le terrain, Mason Greenwood est clairement un des joueurs à suivre de la saison. C'est incontestable. Donc c'est pour ça que c'est celui que j'ai choisi à Marseille. Il nous reste donc 2 clubs. Monaco. Il y a du monde à Monaco aussi. Il y a les petits Marnes Akliouche, Elias Benseguir, bien sûr, les classiques. Qui est-ce qu'on peut dire d'autre? Lamine Camara qui a signé, bien sûr, tellement élégant, soyeux, mais aussi capable de gestes de finition de classe. Georges Ilenikena qui n'a pas commencé très fort, mais Monaco a posé une 20aine de millions sur lui. Donc ouais, gros billet. Les petits Christian Mawissa aussi de Toulouse qui a explosé l'année dernière à Toulouse, mais aussi où est-ce qu'il est?
Kasumu Ouattara, c'est vrai, mais Songoutou Magassa, au milieu de terrain, qui a joué aux côtés du capitaine Denis Zakaria, là, et peut jouer défenseur central, mais peut aussi jouer milieu. Et comme Fofana est parti à Milan et qu'il n'a pas été remplacé, il y a peut-être une vraie opportunité à saisir pour Songoutou Magassa. Pour un gars voilà, qui est appelé chez les Espoirs U21, qui avait fait de beaux Jeux Olympiques. Le fait que Fofana n'ait pas été remplacé, ça lui donne une belle opportunité. Et s'il l'a saisi, il pourrait être vraiment un joueur qui perce à Monaco et en Ligue 1. Donc à suivre, il a que 20 ans. On l'avait déjà vu un peu la saison dernière, ok, ça n'avait pas été le truc le plus emballant à partir de en seconde partie de saison en tout cas, mais ouais, clairement joueur à suivre à Monaco. C'est pas celui que j'ai choisi à la fin, parce que comme je vous ai posé la question sur Twitter, j'ai eu des avis et des réponses absolument expertes de suiveurs du club, et vous le connaissez sans doute bien, FM Gourou, la légende de Football Manager, m'a fait une réponse en 3 lignes que j'ai bien aimé. Il me dit Lamine Camara, ce serait la réponse facile pour Monaco. Magassa fait un dossier un peu plus intéressant, mais Bouabré, c'est le choix de connaisseur. Et du coup, moi, j'étais pas du tout connaisseur, parce que je connaissais pas Simon Bouabré. Je suis allé checker sur Twitter, et c'est une légende des jeunes. Il a fait un très gros Euro U19. Il est ici, lui, il a son image, alors qu'il n'est pas dans l'effectif pro de Monaco sur Transfermarkt. Il est chez les U21, référencé chez les U21. Mais il a son image, il a sa photo de profil, un milieu offensif de 18 ans qui est très très soyeux, très créatif, et qui avait déjà été en 2023 élu parmi les meilleurs joueurs de l'Euro U17, juste sous Lamine Yamal. Lamine Yamal avec, ça aussi c'est un gars que je suis, Football Talent Scout, Jacek Kulig, un Polonais si je dis pas de bêtises, qui fait beaucoup de posts sur les espoirs du foot européen, et Lamine Yamal était à 206, sa note in-stat, Simon Bouabré 203, voilà. Il est pas encore, je crois qu'il a joué un tout petit peu en pro l'année dernière, mais ouais, Simon Bouabré, apparemment, il faut le suivre, donc écoutez les gars, on va le suivre, et on va voir s'il peut se ménager un petit peu de temps de jeu dans un Monaco qui est déjà bien doté offensivement, qui a plein de petits jeunes, donc ça va pas être facile. Et peut-être c'est aussi un petit peu comme Zézé l'année dernière ou d'autres. Peut-être qu'on arrive une année trop tôt. Mais si on dit Magassa en vrai et Bouabré en bonus, je pense qu'on est pas trop mal. Et enfin, le Paris Saint-Germain. Trop de monde. Dans cette année si spéciale. Je crois que l'année dernière, j'avais mis... je ne me souviens plus qui j'avais mis l'année dernière. Mais cette année, on peut dire qu'il y a aux côtés de Vitinha, Joao Neves. Forcément, je l'ai pris dans ma draft. Il peut commencer à y avoir un milieu de terrain titulaire. Vitinha, Neves, Zaïre Emery, petit format, jeune, mais tellement kiffant. À Paris, qui est-ce que j'ai d'autres parmi les recrues ? Bah forcément, Willian Pacho. Aux côtés de Marquinhos. Pacho, il a joué, je crois, déjà les 3 matchs. Les 3 en tant que titulaire, pas été remplacé. Donc il s'est vraiment imposé. Et Beraldo a beaucoup joué aussi. Beraldo, ça m'intéresse, parce que 2 matchs, 2 titularisations, et c'était en tant que défenseur gauche. Donc peut-être que là, il y a une idée, parce que c'est vrai que Nuno Mendes aussi se blesse beaucoup. Mais voilà, cette ligne de 4, Beraldo, Pacho, Marquinhos, Hakimi, ok, ça c'est intéressant. Ce milieu, il est très très intéressant. Je peux vous parler aussi des petits Ibrahim Baye. Qui est-ce que j'ai d'autre ? Senima Youlou. Est-ce qu'on peut voir des minutes intéressantes pour ces petits ? Ok. Et qui est-ce que j'avais ? J'avais beaucoup de monde. Désiré Doué, bien sûr, qui a signé pour une 50aine de millions. Il va avoir de la concurrence sur son flanc, mais c'est très intéressant. Fabien Ruiz, est-ce qu'il peut, genre dans la lignée de son magnifique Euro, est-ce qu'il peut faire la même chose en club ? J'aurais eu Gonzalo Ramos. Je pense que j'aurais mis Gonzalo Ramos s'il s'était pas blessé jusqu'en novembre. Ce qui est peut-être pas le pire truc de l'histoire pour le Paris Saint-Germain, qui joue toujours bien sûr sa saison, surtout en février, mars-avril. Mais quand même, c'était un peu le gros truc. Quel renfort offensif faire en l'absence de Kylian Mbappé ? Moi je disais, Ramos, c'est son heure, je crois en lui. Dommage qu'il soit blessé, sinon je l'aurais mis, je pense. Et je vais pas mettre Marco Asensio, je l'avais juste surligné là, parce que je trouve qu'en l'absence de Ramos, Marco Asensio, qui a déjà joué 3 matchs, 3 titularisations, 1 but, 1 passe D, a démarré plutôt fort la saison. Lui va avoir du temps de jeu.
Mine de rien, il a que 28 ans, il n'est pas encore totalement grillé, cramé. Après, je pense que l'idée, c'est dès que Ramos revient, ok, tu redonnes cette place-là à Ramos, mais en attendant ça, peut-être Asensio peut se dégager des minutes intéressantes. Mais non, celui que j'ai choisi à la fin, bien sûr, c'est Bradley Barcola. C'est mon petit chouchou. Il peut définitivement exploser sans Kylian Mbappé sur son côté. Là, le poste d'ailier gauche est pour lui. Ouais, il y a Désiré Doué qui vient d'arriver. Mais Barcola, je veux dire, c'est son moment de confirmer encore plus. La saison dernière, c'était pas mal. 1370 minutes en Ligue 1. Il avait marqué 4 buts, je crois. Et donné 7 passes décisives, si je dis pas de bêtises. Où est-ce qu'il est là? Voilà, Barcola, 2023-2024, 4 buts, 7 passes. Et bah cette saison, au bout de 3 matchs, il est déjà à 4 buts. Jusqu'où peut monter Bradley Barcola? Est-ce qu'il peut faire une saison à 20 buts? Plus que ça? Est-ce qu'il peut devenir le visage de la Ligue 1? C'est un truc dont je parlais à l'époque. Ok, maintenant que Mbappé part, qui devient le visage de la Ligue 1? Pas que ce soit absolument essentiel, qu'on en ait besoin ou quoi, mais c'est juste, voilà, qu'est-ce que la Ligue 1 met sur ses visuels, devant tout le monde? Il y a forcément des... C'est pas le truc le plus important du monde, mais c'est une sorte de catégorie non officielle à laquelle Bradley Barcola, je pense, peut prétendre. Avec une grosse saison là, où il poursuit dans la même lignée, avec aussi la cote de popularité qu'il a. Je pense qu'il est très très apprécié. Et il vient de fêter ses 22 ans, toute sa carrière devant lui. Jusqu'où peut aller Bradley Barcola? Ça me fait kiffer parce que ça, c'était mon tweet il y a genre 3 ans, un truc comme ça, où on l'avait vu 3-4 matchs en fin de saison à l'OL. Et je disais, attention à lui. Un des seuls profils de profondeur qu'on avait. Et je me disais, ça pouvait vraiment nous servir. Bon, derrière, il joue pas les 6 premiers mois de cette saison qui suit. Mais il finit très fort sur la fin, sur la deuxième partie. Derrière, signe à Paris, l'histoire qu'on connaît, etc. Voilà, jusqu'où est-ce qu'il peut aller? Est-ce qu'on se retrouve là dans quelques mois et il est élu meilleur joueur de Ligue 1? Et forcément, il y a de la concurrence, mais quand tu joues à Paris et quand tu as la possibilité de devenir l'offensif numéro 1 de Paris, ça peut totalement être aussi le cas des autres. Hein. On n'a pas parlé d'Ousmane Dembélé, on n'a même pas parlé d'un Kang In Lee, peut-être, qui peut se dégager du temps de jeu intéressant, pas dans la même catégorie, je pense, mais voilà. Mais quand tu es l'offensif numéro 1 de Paris, les dernières années, ça te donnait le titre de meilleur joueur du championnat. Donc voilà, c'est pour ça que je dirais à la fin, Bradley Barcola, jusqu'où? Et c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. On a fait quasiment 1 heure. Donc je vais aller me reposer tranquillement. Et on prépare la même pour tous les autres championnats majeurs. Pour les 4 autres championnats majeurs. Elles arrivent, ces vidéos-là, dans les prochains jours / semaines. On va beaucoup, occuper un petit peu cette trêve internationale en parlant pas tant que ça. Prenez soin de vous les amis. Passez une excellente journée, soirée, week-end. Et on se dit à bientôt. Bisous.